la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme, dit le proverbe. Et si cela valait également dans le monde de la littérature, on pourrait alors plutôt dire « derrière chaque domaine dominé par les hommes se cachent des femmes tout aussi brillantes ». Je m'appelle Axel Houlet et aujourd'hui dans Baladar, nous ouvrons une série spéciale en 3 épisodes, dans laquelle nous parlerons de poétesses du 19e siècle, pour ainsi redonner voix à ces femmes longtemps éclipsées par l'histoire littéraire. Je serai accompagnée tout au long de cette série par Sébastien Roldan, professeur de littérature française à l'Université de Winnipeg. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du romantisme. Dans ce 2e épisode, on parle du Parnasse, qui, lui, apparaît comme une réponse au mouvement romantique dont il prolonge les libertés tout en les transformant en exigences. Les Parnassiens se distinguent par une quête absolue de perfection formelle, rimes riches, coupes rigoureuses, et ici, le moi lyrique ne disparaît pas, mais il s'efface pour laisser une place à l'universel. Là où les romantiques s'inspiraient du Moyen-Âge, les Parnassiens reviennent à l'Antiquité gréco-latine, à ses mythes et à sa rigueur. Théophile Gautier, considéré comme le pape du mouvement, a donné un modèle de cette esthétique avec Émaux et Camée. Et c'est dans ce contexte que se déploie la voix de Judith Gautier, fille de Théophile, qui vient s'inscrire dans le Parnasse. Judith Gautier est comme née dans le Parnasse, de par son père qui en est le chef, ou considéré comme le premier Parnassien. Judith Gautier va trouver une manière de disparaître de sa poésie en proposant des traductions de poètes de l'Extrême-Orient. C'est un peu par chance que ça se produit. Judith Gautier, il arrive que son père hébergeait un réfugié chinois, réfugié politique chinois, qui a aidé Judith Gautier à traduire et choisir des poèmes anciens chinois, disons, dont leur cumul ensemble, tous ensemble, réunis, vont devenir le premier recueil de poèmes de Judith Gautier. Le livre de Jade, en 1867. Alors, Judith Gautier est née en 1845. 1867, moins 1845, à peu près 22 ans. Elle avait, en gros, 22 ans lorsque paraît ce recueil. C'est une jeune femme. Elle est la fille de quelqu'un au sein du milieu littéraire de très respecté. Elle est d'une très grande beauté. Elle a séduit une quantité ahurissante d'hommes, y compris des hommes célèbres, dont on connaît encore le nom de nos jours, dirais-je. Elle était donc très bien ancrée dans le groupe des Parnassiens, probablement qu'elle a assisté à un certain nombre de soirées quand elle était plus jeune, et lorsqu'elle décide d'écrire de la poésie, elle a toutes sortes d'entrées qui ne sont pas, disons, des portes ouvertes que d'autres femmes de son époque n'auraient pas pu franchir. Mais ce qu'il y a dans sa poésie, c'est donc une forme d'absence d'elle-même. Où est-elle où est Judith Gautier dans ce livre de Jade? Bon, déjà, sur la couverture, c'est pas Judith Gautier qui est écrit, c'est écrit Judith Walter. Elle a adopté un pseudonyme. Où est-elle dans cette poésie? Mais on a l'impression qu'elle n'est nulle part. Le poète, quand c'est écrit le poète, c'est toujours le poète, sous-entendu masculin. Parfois pas sous-entendu, parfois explicitement masculin. Donc, c'est pas Judith Gautier. Ce sont des poèmes qui se présentent comme des traductions. Donc, les poèmes eux-mêmes n'ont pas été créés par Judith Gautier. Alors, il y a une supercherie là-dedans, parce que supercherie, le mot est fort, mais elle en a créé plusieurs en imitant le style de ce qu'elle traduisait.
le recueil Le Livre de Jade est donc un recueil composite qui se compose de plusieurs pièces originales de Judith Gauthier et de plusieurs pièces traduites du chinois. Et quand je dis traduites, là, c'est peut-être pas comme on traduirait de nos jours les poèmes chinois. En tout cas, c'est certainement pas dans une volonté de fidélité complète. C'est beaucoup plus dans une volonté d'adaptation à un public français et à une esthétique française. Maintenant, je vous présente un poème de Judith Gauthier intitulé « La feuille de saule ». C'est le premier poème dans la section Les Amoureux qui se trouve dans son recueil Le Livre de Jade, publié en 1867. La jeune femme qui rêve accoutée à sa fenêtre. Je ne l'aime pas à cause de la maison somptueuse qu'elle possède au bord du fleuve jaune. Mais je l'aime parce qu'elle a laissé tomber à l'eau une petite feuille de saule. Je n'aime pas la brise de l'Est parce qu'elle m'emporte le parfum des pêchers en fleurs qui blanchissent la montagne orientale. Mais je l'aime parce qu'elle a poussé du côté de mon bateau la petite feuille de saule. Et la petite feuille de saule, je ne l'aime pas parce qu'elle me rappelle le tendre printemps qui vient se refleurir. Mais je l'aime parce que la jeune femme a écrit un nom dessus avec la pointe de son aiguille à broder. Et que ce nom, c'est le mien. Et là, du côté thématique, est-ce que son œuvre parvient malgré tout à dépasser les clichés orientalistes ou reste-t-elle marquée par cette vision exotisante du monde non européen? Elle certainement contribue à la vision, à l'exotisme, au japonisme. Elle participe à cet univers. Est-ce qu'elle parvient à dépasser? Je crois que oui. Je pense que c'est le propre de toute poésie de déborder par le sens, par la charge émotive qui peut se dégager. Je pense que on est très souvent dans le cliché, mais je pense que le cliché lui-même est sublimé par le travail de la poétesse, du poète, de la poétesse, parce que à nouveau, il faut le redire, là, il y a comme deux voix qui se mêlent. Là. Il y a la traductrice et celui qui l'aide. Donc, il y a même peut-être une troisième voix. Et après, il y a le texte original qui est parfaitement indéchiffrable pour Judith Gauthier. Judith Gauthier, comme vous l'avez évoqué, s'est fortement inspirée de la Chine et du Japon dans sa poésie, notamment à travers le prisme de l'orientalisme qui est très en vogue au 19e siècle. Comment peut-on lire aujourd'hui cette fascination pour l'Orient? S'agit-il d'une véritable ouverture culturelle ou plutôt d'une forme d'appropriation influencée par le regard colonial de l'époque, disons? C'est plutôt la seconde option. On est tout à fait dans le regard colonial que l'Europe portait sur le reste de la planète. Et soudain, la Chine et le Japon, à peu près en même temps, s'ouvrent légèrement, mais s'ouvrent enfin à l'Occident. Il va y avoir une très forte mode qu'on va finir par appeler le japonisme. Lorsque paraissent les poèmes de la Libellule, au début des années 1880, qui est le second recueil de Judith Gauthier, là, cette fois, elle publie sous son vrai nom, et Judith Gauthier profite d'une vogue. Elle traduit à nouveau, cette fois, ce ne sont pas des poèmes chinois, mais bien des poèmes japonais, à nouveau aidée d'un locuteur qui connaît bien la langue et l'univers de ces poèmes-là. Et cette fois, elle s'astreint un peu plus de fidélité. D'après ce que je comprends, elle crée moins de poèmes. Il n'y a peut-être aucun poème à vérifier, enfin, dans les poèmes de Libellule. Mais elle se permet quand même de faire rimer les poèmes, donc elle les versifie. Chose qu'elle n'avait pas faite avec le Livre de Jade, qui se présente comme des poèmes
très courts poèmes en prose. Donc, je pense que Judith Gauthier prétend montrer sa personne, son talent, à travers ce travail de la forme, ce travail du matériau langagier. Et là, en cela, elle est parfaitement parnassienne. Je suis curieuse de savoir quelle était la place accordée aux femmes dans le champ littéraire du 19e siècle, particulièrement en poésie. Vous avez un peu dit qu'elles n'étaient pas aussi reconnues que les hommes, mais est-ce que, disons, au grand public, même, disons, des femmes lectrices, étaient-elles vraiment secondaires? Je crois qu'elles étaient tout de même considérées secondaires par le grand public. Cela dit, la poésie écrite par des femmes se vendait plutôt bien. Plusieurs raisons. D'abord, le lectorat. Au 19e siècle, en France, et je pense qu'on peut en dire autant là, du côté de, par exemple, du Canada, si on s'en tient à la bourgeoisie, là, qui de toute façon est la seule qui se permet d'acheter des livres. Donc, les femmes lisent plus que les hommes. On les a, la bourgeoisie a assigné la femme à être à domicile, à s'occuper, bien sûr, des enfants, mais du ménage, le ménage. Et donc, elle se réserve du temps. La place, donc, des femmes poétesses dans ce lectorat-là, c'est une belle place. Mm-hmm. La place, elle est secondaire. Pourquoi je maintiens cette vision-là? C'est qu'au 19e siècle, ce que les femmes écrivent est considéré comme moins sérieux, moins moderne, moins dangereux aussi. C'est de la poésie qu'on considère gentille, c'est de la poésie qu'on considère inoffensive. Mm-hmm. Et donc, les poétesses qui se prennent, elles, le plus au sérieux, ne veulent pas entrer dans ce cadre, prétendent contribuer à la grande avancée de la poésie à travers le progrès qui était celui du 19e siècle, la grande avancée de la poésie à travers l'histoire. Je ne pense pas que le public les voyait comme des pionnières, sauf exception, bien entendu. Et pour ajouter à ça, je présume que ces femmes qui écrivaient la poésie à ce temps-là voulaient ou devraient souvent lutter pour être prises au sérieux. Dans un espace littéraire dominé par les hommes, avec tous ces standards, voilà. Mais qu'est-ce que cela impliquait concrètement pour une femme poète? Fallait-il s'auto-censurer ou chercher une validation masculine ou au contraire s'imposer avec force, disons? Non, je pense qu'il fallait faire tout ça. Je pense qu'il fallait s'auto-censurer. Je pense que c'est ce qu'elles ont fait. Je pense qu'il fallait oser aussi. Je pense qu'il fallait faire révérence aux grands. C'est pas pour rien là, que Judith Gauthier envoie son recueil à Victor Hugo là, très rapidement. C'est bien sûr parce que les connexions de son père lui permettent de faire cet envoi. Mais lorsqu'elle reçoit la lettre où Victor Hugo lui dit à quel point il a apprécié le recueil, c'est un adoubement très, très, très important. Oui. Alors, il faut jouer comme ça. Il faut jouer donc de séduction. Après, sur papier, oui, je pense qu'il y a beaucoup de concessions que les poétesses ont dû faire. Parfois, elles s'y sont résignées. Parfois, elles se sont laissées aller malgré tout. Mais dans l'autocensure, je pense, par exemple, au fait que les poétesses, chacune à sa manière, ont refusé parfois, souvent, d'oser faire de la grande poésie. Parce qu'elles se conçoivent comme poètes, parce que l'idéal, c'est d'être poète, être un poète, elles vont généralement ne pas trop insister sur les aspects qui sont exclusivement féminins. Leur poésie se veut universalisante, souvent. J'aurais de la difficulté à imaginer qu'une femme au 19e siècle puisse tenter quelque chose comme ce que Baudelaire a tenté et réussi en faisant un poème sur une charogne, un animal mort rencontré sur le bord d'un chemin. Là. Je ne pense pas que le contexte permettait aux femmes de pousser la poésie jusque-là, d'essayer de faire de la beauté avec de la laideur.
elles ont fait de la beauté avec la souffrance, elles ont fait de la beauté avec des pleurs, qui sont des formes de laideur. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas moyen pour elles d'aller jusque-là. Pour quelqu'un qui s'intéresse au mouvement du Parnasse ou qui aimerait explorer les œuvres de Judith Gauthier, quel poème ou livre recommandez-vous? Les poèmes de la libellule sont magnifiques. Je pense que le livre de Jade est encore plus réussi. Par ailleurs, c'est le premier recueil, donc on aime bien commencer par le premier recueil. Le livre de Jade date de 1867. Et à l'intérieur de ce recueil, il y a plusieurs poèmes très courts, magnifiques, splendides. L'un des plus réussi s'intitule « Au milieu du fleuve ». Et ça, c'est vraiment très chouette. Oui, j'adore ce poème. Je crois que c'est mon préféré. Dans mon bateau, que le fleuve balance sans brusquerie, je me promène tant que le jour dure. Et je regarde l'ombre des montagnes dans l'eau. Je n'ai plus d'autre amour que l'amour du vin, et ma tasse pleine est en face de moi. Aussi, mon cœur est rempli de gaieté. Autrefois, il y avait dans mon cœur plus de 1000 chagrins. Mais à présent, je regarde l'ombre des montagnes dans l'eau. Le Parnasse, c'est l'exigence de la forme et la recherche de la beauté pure. Avec Judith Gauthier, on a vu comment une femme poète a pu trouver sa place dans ce mouvement réputé froid, en y apportant sa sensibilité et son regard sur le monde, mais aussi en interrogeant la fascination orientaliste de son époque. Vous écoutiez Baladar. Je suis Axel Houlé et je vous dis à très bientôt pour le 3e épisode de cette série sur les poétesses oubliées du 19e siècle. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Axel Houlé avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Sébastien Gaillard, notre mentor en littérature, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!